Eh bien, nous voilà pour notre live avec Domitilla de la Porte. Alors, je suis ravie. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je suis ravie de t'avoir avec nous cette semaine pour que tu puisses nous partager ton expérience, ton parcours, tes réflexions autour de la reconversion et de l'expatriation. Domitilla, aujourd'hui, tu es orthophoniste en ligne pour familles francophones expat et enfants ados bilingues et ou biculturels, si j'ai bien tout repris. Et tu vis actuellement en Allemagne. Mais bon, aujourd'hui, tu es en Allemagne, mais tu as vécu plein d'autres expatriations en Belgique, en Angleterre, en France, au Japon, à Singapour. Alors, je vais laisser le temps à chacune de nous rejoindre un petit peu. Je vous invite à nous dire dans le chat si tout est OK pour vous et puis surtout à vous présenter en nous disant voilà quelques mots, votre prénom et peut-être là où vous êtes à travers le monde ou voilà ce que vous avez envie de nous dire. Sachez juste que nous, on ne voit pas vos prénoms. Donc, si vous pouvez nous remettre vos petits prénoms en nous écrivant, ça nous aidera aussi pour pouvoir rebondir et pouvoir vraiment échanger avec vous. L'idée de cet événement, c'est que voilà, on puisse échanger au maximum, vous puissiez poser vos questions, on puisse interagir pour vous, voilà, vous guider, vous transmettre, vous nourrir, vous inspirer, peu importe. Mais que vous puissiez vraiment vous appuyer sur tout ce qui va se partager ici pour venir alimenter votre propre parcours ou vos propres réflexions. Alors, donc du coup, Domitilla, moi j'avais envie de te demander un peu déjà de revenir à ta première expatriation, qui je trouve que c'est un moment un peu fort, fondateur peut-être pas, mais en tout cas marquant. Est-ce que tu peux nous emmener dans cette première expatriation et nous la faire vivre un peu et nous dire comment tu l'as vécue sur un plan personnel, familial et puis professionnel? Alors, c'est rigolo que tu me parles de la première expatriation parce que je trouve que toutes les premières fois, c'est toujours assez marquant. Tu vois, Ouais. ça peut être le premier boulot, le premier enfant, le premier machin, la première expat. Donc, moi, la première expat, c'était tout juste après notre mariage. Donc, en plus, symboliquement, c'était sympa parce qu'on s'est mariés assez jeunes. On a terminé nos études, nos stages, nos Erasmus, tous nos trucs. Et puis, dans la foulée, on s'est mariés et mon mari devait faire son service militaire. Tu sais, à l'époque, il y a plus de 20 ans, je me sens un petit peu vieille. Il a fait un CSNE VIE, donc voilà, en Angleterre. Et moi, jeune diplômée, évidemment, les jeunes mariés, tu te suis, quoi. J'étais toute contente et tout. Sauf qu'à l'époque, mon anglais était très mauvais. Et c'est là que tu réalises que, sans vouloir critiquer le système scolaire, notre anglais n'est pas forcément très bon en terminale. Et puis après, moi, j'ai fait 4 années d'études orthophoniques. Et en fait, on n'apprend pas. Il n'y a pas de cours de langue en orthophonie. Ouais. Et ça aussi, c'est avec du recul, je me dis, mais c'est fou parce que en orthophonie, moi j'ai fait énormément de cours de pédagogie, de linguistique, enfin de tout ce qui a trait à l'orthophonie, mais je n'ai pas fait de langue, ce qui est quand même en fait assez bizarre, je pense. Je n'ai absolument pas fait quoi que ce soit de comptabilité, d'organisation, de tout ce qui te permet en fait de gérer un cabinet, une entreprise. Clairement. Je n'ai pas du tout appris tout ça. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée en Angleterre, si tu veux, jeune mariée, poursuivre mon mec, tranquille. Et puis du coup, c'était passionnant parce que tu arrives, il y avait l'anglais, tu vois. Puis Londres, c'est quand même une ville super sympa. C'est pas trop loin de la France. Tu peux prendre l'Eurostar, tu peux prendre le P&O avec ta petite voiture. Tu roules de l'autre côté, à gauche. Donc pour nous, tout était beau. C'était une première fois de tout. Première fois où on vivait vraiment ensemble officiellement. Première fois que lui, il avait un boulot avec des vraies fiches de paye et pas des petits jobs, tu sais, étudiants. Moi, j'ai travaillé dans une école en tant que ATSEM, si tu veux, dans une école bilingue. Donc, c'était la première fois aussi que j'avais des fiches de paye, première fois que je travaillais dans une école. J'étais pas maman à l'époque, hein, donc j'ai réalisé aussi ce que ça faisait d'être maîtresse dans une école et puis de voir des mamans expats qui arrivent avec leur petit loulou et leur doudou aux moyennes sections de maternelle. Donc, ça a été, pour moi, très souvent, on parle de notre période londonienne avec un peu de nostalgie parce que c'était toutes les premières fois. Premier bébé qui est arrivé là-bas. J'étais enceinte de mon Amandine, ma grande. Donc, voilà, première grossesse où je n'étais pas du tout préparée à accoucher en anglais. Hein. Donc, j'ai accouché en anglais à Londres. Puis pareil, en Angleterre, j'étais jeune, j'avais 24 ans, donc tu te retrouves avec un premier bébé, même si c'est une grossesse désirée et tout, tu as quand même les médecins qui se disent « Oh là là, celle-là, elle parle pas très bien anglais, elle est super jeune, comment ça va se passer ?» Et donc voilà, mais pour moi, j'étais amoureuse, c'est le début, tes premières expats, premier truc. On a eu énormément de chance, en fait, on a eu 0 problème pendant cette expat. Et quand je dis on a eu 0 problème, c'est que ce qui fait les difficultés aussi en expatriation, c'est tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie normale.
un décès dans ta famille, un problème de chômage, un gros problème d'argent, un problème de quoi que ce soit. On aurait pu se faire cambrioler, on aurait pu avoir des trucs. Voilà. Mais dans cette première expatriation, j'ai vraiment eu l'impression que tout ce qui nous est arrivé était smooth. Tu vois ce que je veux dire? Des lunes de miel, quoi. On était amoureux, on l'est encore, c'est pas le problème, sauf que maintenant ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on est sur une vie de parents, si tu veux, une vie qui est différente. Là, on était, mais je pense, avec du recul, je me dis, mais j'étais complètement naïve. On s'est laissé porter par les événements, on était dans un appart, pas tout petit, enfin, mais tout nous allait, et donc tout s'est super bien passé. Donc c'est vrai que pour moi, la première expat a été positive. Ensuite, on est parti en Suisse. Et là, j'allais te dire, ça a été une expat aussi très positive, mais c'était plus une expat de responsabilité parentale, parce qu'on a déménagé du coup. On a eu un deuxième enfant, puis un troisième enfant. Et donc, tu as entre guillemets un peu plus une lourdeur financière sur les épaules. Et puis, le temps passe. Et c'est vrai qu'entre 25 et 30 ans, tu n'as pas les mêmes problèmes qu'entre 30 et 40, et puis entre 40 et 50, ça, tu vois. Donc, quand je regarde le fil de ma vie, je pense que on s'est expatrié tellement jeune qu'au début, on s'est expatrié avec des problématiques de jeunes, c'est-à-dire en fait pas beaucoup de problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois avec 22 années d'expatriation, on rebouge dans un mois, là, on part à Munich. Ah oui. Donc c'est la première fois qu'on déménage dans le même pays. Mais on est beaucoup plus calme par rapport à tout ça. On est moins dans l'euphorie de l'expatriation, de cool, on va déménager, etc. Parce qu'en fait, on sait ce qui nous attend, de positif et de sympa. Mais on sait ce qui nous attend aussi de pas très sympa. C'est-à-dire que ces courbes d'expatriation où tout est beau au début et puis ensuite tu redescends, on les connaît parce que c'est plusieurs fois qu'on déménage. Et du coup, on est aussi dans cette lourdeur administrative parce que quand tu déménages avec 4 enfants, dont 2 sont étudiants dans des pays différents, parce que moi j'en ai une étudiante aux Pays-Bas, une étudiante en Allemagne et puis 2 qui sont avec nous, tu déménages toute une famille avec des lieux différents, des problématiques différentes. Structure juridique presque derrière. Au niveau administratif et fiscal, c'est pas du tout ce que c'était il y a 22 ans. Il y a 22 ans, j'étais sur rien du tout. C'était monsieur, madame qui s'expatrie tout seul. Et bon, on a eu un bébé sur place. Et après, voilà. Un jour après l'autre. C'est ça. Oui, donc finalement, il y a l'expatriation, il y a l'expérience de l'expatriation, puis il y a l'expérience de la vie, en fait, tout simplement, et de comment on évoquait. C'est ce qu'on évoquait avec Catherine et Cécile aussi tout à l'heure, en disant que chaque expatriation est différente, forcément en fonction du pays, en fonction de comment on y va aussi soi-même, de ce qu'on a quitté, de ce qu'on n'a pas quitté, et puis aussi de notre structure familiale, si on est seul, en couple, avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, etc. Et que tout ça, c'est pas que ça rend les choses plus difficiles dans un cas ou dans un autre, c'est juste que les expériences sont un peu différentes et du coup sont vécues différemment. T'as dit quand tu étais à Londres, donc là c'était la première vie on va dire, où tu étais à Tsem, à quel moment tu t'es dit moi j'ai envie de reprendre quelque chose qui soit en lien avec ce que j'ai fait comme étude et c'est important pour moi. Qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? Intéressant, c'est que ça a été une de mes frustrations au début d'être à Tsem. C'est-à-dire que j'allais te poser la question. Je suis orthophoniste, j'étais fraîchement diplômée, j'avais fini mes stages, j'avais rendu mon mémoire. Tu sais, tu es dans cette euphorie de ça y est, tu as ton diplôme, tu as ton titre, tu es adhérent à la Fédération nationale des orthophonistes, etc. Et j'ai eu l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied parce que je déménageais de mon plein gré, de mon plein consentement, mais je ne pouvais pas exercer mon activité professionnelle parce que à Londres, tu as des cabinets, mais mon diplôme n'était pas reconnu. Puis de toute façon, mon niveau d'anglais était tellement piètre à l'époque que c'était pas possible non plus de travailler en tant que speech thérapeute en anglais. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'offrait à moi? C'était vendeuse dans des boutiques françaises ou babysitter ou prof de français, où j'ai eu beaucoup de chance parce que franchement, ce métier d'ADSEM, il m'a plu en fait, parce que je suis tombée sur j'ai fait 2 années, j'ai fait moyenne section, grande section, mes 2 années de suite, avec 2 profs français qui étaient top, Florence et Claude, si jamais un jour ils écoutent cette vidéo, ils seront mais non, mais ça m'a fait découvrir en fait l'éducation nationale et l'école vue de l'intérieur aussi, à un moment qui était crucial, parce que finalement, quand on est orthophoniste, on est en lien tout le temps avec soit des pédiatres, des ORL, des pédiatres, ORL, des médecins, ou alors avec le corps enseignant, c'est-à-dire les maîtresses, les auxiliaires de vie scolaire, on travaille en hôpital ou en école, mais on est quand même tout le temps en lien aussi avec l'école, parce que très souvent, c'est l'école qui est réfère. C'est l'école qui dit, l'enfant, il articule pas bien, il n'arrive pas à se faire des copains, ou l'enfant, il lit pas bien, on se demande s'il n'est pas dyslexique ou dysorthographique. Donc, c'est très souvent l'école qui est un prescripteur, finalement. Finalement, d'avoir découvert ce que c'était qu'une école du point de vue enseignant, en fait, de voir un petit peu les typologies de parents,
Moi, Oui. ça m'a vachement ouvert les yeux, en fait, de voir que certaines mères étaient super chill, super cool, alors que leur enfant avait un gros problème, et que d'autres mères étaient super anxieuses, alors que leur enfant allait très bien. Et voilà. Et en fait, si tu veux, sans jugement aucun, j'ai été Oui. plongée de ça, en fait, dans l'école, avec les yeux d'une prof, en fait. Et Ouais. avec cette posture de prof, parce qu'en fait, moi, j'étais que la SEM, mais dans des petites écoles et dans des petites structures, bah, t'es prof, en fait, hein, à la fin. Ouais. C'était cool. Mon niveau d'anglais a vachement augmenté en fait en vivant 2 ans et demi à Londres, parce que dans ces écoles bilingues, quand tu vois que tu as des petits bouts de chou de 4-5 ans qui te corrigent ton anglais, C'est ils sont excellent. dingues, mais pas toi. Ça a été riche, ça a été vraiment riche. Et du coup, quand tu dis à quel moment j'ai eu envie d'être orthophoniste, en fait, dès cette époque-là, j'avais envie d'être orthophoniste, sauf que bah voilà, j'étais à Londres, je ne pouvais pas. Et donc, quand on est arrivé 3 ans après en Suisse pour Alexis, pour mon Mhm. et ben on s'est installé en frontalier, si tu veux, dans le Jura. D'accord. Et Ok. là, moi, pendant 5 ans, j'ai eu à mi-temps un cabinet, où j'étais collaboratrice dans un cabinet, donc tout venant, si tu veux, et à mi-temps en institut médico-éducatif, parce que j'avais encore vraiment besoin et envie d'avoir ce travail en équipe. Ouais. Donc, je travaille dans un IME, donc c'est un institut médico-éducatif avec des enfants principalement déficients intellectuels, autistes, trisomiques, etc. Ben, je travaillais du coup avec des éducateurs spécialisés, avec un psychiatre, enfin avec une structure, si tu veux, qui permet Mhm. de donner une certaine légitimité. Et quand tu as 25 ans, tu as vachement besoin encore, je trouve, d'être un peu soutenu dans le dos, tu vois, de pouvoir Ouais, ouais. tout simplement, quand tu as des cas lourds et des cas difficiles, de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre et pas avec ton conjoint le soir. Parce que moi, discuter Ouais. des problèmes de handicap avec mon mari, ben voilà, il n'a pas fait des études paramédicales, lui, il est plutôt C'est dans le ça. commercial. Donc, il va m'écouter avec toute son empathie, si tu veux, mais il ne va pas régler mes petits problèmes. Pas un angle professionnel, clairement C'est pas pas. son rôle, et c'est pas son rôle. Donc voilà, donc Ouais. moi, j'avais vraiment besoin de cette activité mixte. Et puis le libéral, bah, je te dis, j'ai découvert un monde en fait de ce que. Alors j'étais collaboratrice, donc heureusement le cabinet fonctionnait déjà avec 2 titulaires Ouais. qui avaient une grosse liste d'attente, donc je récupérais. Mais ce que j'ai D'accord. trouvé grisant à cette époque-là, c'est que bah, j'étais dans un petit village, donc en 3 semaines ton agenda est plein si tu veux. Tu peux être la meilleure ou la pire des orthophonistes, de toute façon il y a une Il y telle a un pénurie dans besoin, ouais. ce village que voilà. Et ce que je trouvais grisant, je me souviens, j'avais 26-27 ans, c'est que dans la même journée, tu sais, c'était des grosses journées, hein, on se faisait 13 ou 14 patients dans la journée, je pouvais avoir un enfant qui bégaye, un dyslexique, un papy qui avait fait un accident vasculaire cérébral, l'autre Mhm. d'après, c'était voilà. Et en fait, quand tu es dans le Jura, les distances sont aussi assez grandes pour aller dans des cabinets. C'est que je me souviens de la titulaire du cabinet qui m'avait dit de manière assez sèche: écoute, Domitila, c'est la première fois que tu t'installes en libéral, va falloir dire oui à tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ah ben non, ça je sais pas faire, ou ah non, ça j'ai pas envie, ou il faut dire oui à tout. Et moi, je me disais, mais elle est folle, je peux pas dire oui à tout si je suis pas prête, tu vois, si je le sens pas, le cas, je vais pas le prendre. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'est pas cette femme qui était complètement psychorigide, si tu veux, c'était aussi que quand tu es dans un petit village dans le Jura, si tu dis non à un patient, il a pas Mhm. tombé. Ouais, c'est ça. Donc, après, c'était difficile parce que dire oui à tout, c'est bien, mais il y a un moment où il faut savoir dire non. Tu as tes limites aussi, tu vois. Alors, j'ai Ouais. eu de la chance, entre guillemets, c'est que quand je réfléchis, bah, j'ai bossé 5 ans là-bas, dont 2 grossesses, donc j'ai eu quand même 2 fois 5 mois où j'ai arrêté de bosser. J'ai eu plein de cas où probablement maintenant, avec 15-20 ans de recul, j'ai pas dû être parfaite. J'ai dû faire du mieux que je pouvais. Et tu vois, il y a toujours des rééducations qui sont des échecs thérapeutiques, tu sais, où Oui, tu ouais, fais une ouais, séance et il n'y a rien qui change. Et tu dis, ouais, ça va pas, quoi. ouais, ouais. Mais c'est vrai que de m'être retrouvée dans une situation, tu vois, je vois des copines à Paris qui s'installent, par exemple, et elles se surspécialisent, par exemple, en voix, tu vois, tout Mhm. ce qui est Oui. traitement vocal, ou tout ce qui est, je sais pas, bégaiement. Et donc, elles sont surspécialisées dans un domaine. Et donc, tout ce qui arrive dans leur cabinet qui n'est pas dans le domaine dans lequel elles sont spécialisées, elles leur envoient chez des consoeurs. Et Ouais. c'est super confortable, parce que du coup, elles font des formations, elles sont hyper spécialisées. Et en fait, moi, de par ces 5 ans dans le Jura, maintenant, et ça a un lien avec mon activité aujourd'hui, je me considère généraliste. C'est-à-dire Mhm. que ça va aller du langage oral au langage écrit, du petit enfant jusqu'à l'adulte. Je suis généraliste dans le sens que tout m'intéresse et je me sens capable de faire beaucoup de choses. Ou en tout cas, j'ai des contacts aussi ça fait 22 ans maintenant que je fais ce métier, donc j'ai des contacts aussi chez des consoeurs. Et donc, vraiment, avant que je dise non à un cas,
faudrait vraiment que ça soit en ligne un cas sur lequel il y aurait des manipulations à faire, notamment genre des trachéotomies. Ouais. Voilà, ça, je ne peux pas le faire en ligne, bien évidemment. Mais je suis assez généraliste. Par contre, maintenant, moi aussi, je me suis surspécialisée dans un domaine qui est finalement assez petit. Et les enfants francophones pluri-expatriés. J'ai vu une question là arriver dans le groupe Facebook de Karine à Pau, qui dit que son enfant vient d'une école internationale en Écosse et a eu du mal à se réadapter à l'école française. Et ça, j'aimerais faire un petit aparté sur cette question-là spécifique. Ouais, bien Parce sûr. qu'en fait, c'est une question qu'on m'a posée 30 fois par semaine. C'est-à-dire passer d'un système international à un système francophone ou d'un système en anglais local ou IGCSE à un système français, c'est pas juste s'adapter au niveau de la langue, au niveau du langage. C'est pas juste passer de l'anglais au français. C'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que dans une école anglophone, les professeurs déjà sont plus bienveillants. Non pas que les professeurs français soient malveillants, hein, pas du tout, il faut bien comprendre. Mais le système est plus basé d'égal à égal. C'est-à-dire que le professeur et l'enfant vont discuter ensemble. On va être énormément dans le renforcement positif. On va dire good job, it's amazing, it's wonderful. Ils vont être très dans l'exagération de tout ce qui est positif. Et c'est très positif, c'est très bien. Et donc, du coup, un enfant qui rentre dans un CE2 en France, où il a une maîtresse académique, éducation nationale, qui quand c'est bien, mais qui ne va pas en faire tout un foin non plus, l'enfant, il va se sentir mal aussi. Après, il y a des petites choses aussi toutes bêtes, mais ça vaut la peine d'aller discuter avec les enseignants, parce qu'en anglais, par exemple, on apprend à écrire en script, et en français, on écrit en cursive. Donc, un enfant qui a appris à lire en CP, enfin, à écrire même en CP, CE1, CE2, tout le cycle 1, en script dans une école internationale, il va être mal jugé peut-être quand il arrive dans une école francophone parce qu'il va faire des efforts pour écrire en cursive et on va dire qu'il écrit comme un cochon parce qu'en fait, il a juste jamais écrit au niveau graphisme et calligraphie à la française. Donc là, il faut que les parents en fait expliquent aux professeurs et que le professeur soit un minimum flexible aussi pour comprendre le grand écart culturel. Après, il y a aussi des choses, je ne sais pas si c'est le cas de l'enfant de Karine là à Pau, mais il y a aussi des choses où un enfant qui vient du système international peut être mal jugé aussi des professeurs parce qu'on peut dire par exemple qu'il est turbulent ou qu'il n'est pas adapté ou qu'il n'est pas bon élève parce qu'il va se lever pour aller faire pipi sans demander à personne. Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient avant en fait. Hein. C'est des codes vraiment d'éducation. Le rapport à l'autorité, par exemple. Moi, je me souviens de mes propres enfants qui étaient à l'école en France et qui sont partis au Japon et à Singapour en école internationale. Ils avaient du mal à comprendre que directeur et principal, c'était le même job. Parce qu'en France, quand vous réfléchissez bien, le directeur, bah, c'est l'autorité dans l'école. Les parents, ils tremblent devant le directeur. Ils disent bonjour monsieur. On va. Alors, c'est très cliché ce que je raconte. Hein. Il y a plein de directeurs qui sont top et qui ne sont pas du tout craints par les parents. Mais quand on s'adresse à un directeur en France, c'est un peu formel quand même. Et puis, c'est la personne qu'on va voir quand on a des punitions ou quand on. C'est ça, c'est le référent de punition. Principal dans les écoles internationales, mais c'est votre pote. On lui fait des high five devant l'école. C'est le gars qui règle vos problèmes, Donc finalement, mes enfants, ils ont eu du mal aussi à comprendre comment ça fonctionnait l'école. Voilà, et puis les parents aussi ont du mal, parce que moi j'entends des mères qui me disent oh, mais il y a tellement de devoirs à l'école française, etc. Parce que parfois il n'y a pas de homework en école internationale. Mais qui dit pas de homework ne veut pas dire qu'il ne travaille pas dur pendant la journée. Donc en fait, c'était Karine, on se refera une conversation si vous voulez. J'espère répondre un peu aux questions, mais c'est pas la question de Karine, c'est la question de énormément de parents qui vivent ça. Moi, j'ai écrit un article d'ailleurs sur mon blog sur ce sujet. Changer de système scolaire en cours de scolarisation. Parce qu'en fait, c'est très anxiogène de la part des parents. Il y a beaucoup de parents qui me disent « Oh là là, mais je vais changer de système, c'est compliqué, etc. etc. » Et en fait, on suit le cours de sa vie pro et perso, et du coup scolaire pour les enfants. Et on n'a pas toujours le choix. C'est-à-dire que quand on arrive dans une ville, moi je prends mon exemple ici à Dresde, je suis entre Berlin et Prague, nous c'était école internationale, il n'y a pas de lycée français. Donc ça nous arrangeait bien, on était contents avec ça. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Donc voilà. Voilà. Désolée, je me suis emballée sur cette question. Mais... Non, mais on sent que ça te passionne. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, tu nous dis, j'arrive en Suisse. Donc là, je reprends un job je me remets dans l'orthophonie finalement parce que j'ai cette opportunité-là en tant que frontalière, etc.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et ben ensuite, je vis ma vie de rêve. Tu penses bien? Je suis dans le Jura, on achète une maison, on a 2 enfants de plus, donc on se retrouve comme une famille, j'ai envie de te dire standard, avec Ouais. monsieur, madame, dans une maison avec 3 enfants. Mon mari travaillait, il voyageait pas mal, donc je me sentais un peu seule parce que j'avais des enfants qui étaient petits, mais voilà, tout allait très bien. Et puis moi, j'avais un bon équilibre en fait entre du libéral et puis du salariat. Donc ça me permettait d'avoir pas mal de vacances en salarié et puis d'avoir en même temps une certaine sécurité financière avec le libéral. J'ai vachement appris, j'ai trouvé ça super. Jusqu'au jour où Boum! mon mari se fait offrir un job au Japon. Et là, tu sais, comme souvent, c'est-à-dire que tu es mêlé entre deux sentiments très ambivalents, entre de l'excitation et du stress. Et puis Ouais. là, il faut apprendre à fermer ses oreilles, quoi, parce que tu peux avoir la famille, les amis, les collègues. Tu en as certains qui sont très positifs, qui vont te dire c'est la chance de ta vie, vas-y, vous avez 30 ans, mais courez, c'est trop bien, etc. Et puis tu en as d'autres qui disent attends, surtout vu du Jura, tu vois. Ouais, non, mais au Japon, mais c'est loin, fais gaffe, il y a des tremblements de terre, tu te rends pas compte. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et en fait, la chance, moi j'appelle ça de la chance, c'est qu'on a eu 48 heures pour prendre notre décision. C'est souvent Wow. comme ça, en fait. Hein, les RH de ta boîte te disent il y a un poste qui se libère, on a pensé à toi, on pense que c'est une évolution pour ta carrière, tu as 48 heures pour décider, et si tu dis non, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on lance le recrutement en externe, et puis voilà, puis c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Tu dis pas oui pour dire non après, ou non pour dire oui. Donc Oui, c'est oui. 48 heures. Et on est assez fonceurs, nous deux, donc on s'est dit, écoute, allons-y, on verra bien. Mais là aussi, c'est des petits moments de folie, enfin, folie un peu contrôlée. C'est-à-dire que tu te dis, bon, t'es pas marié avec un job, si jamais ça va pas, on revient. Enfin, tu vois, tu as la Oui, partie voilà. rationnelle de ton cerveau qui s'active. Et puis de nouveau, je pense que ça tombait à un bon moment. Notre dernier, il avait 1 an, il était bébé. Moi, j'étais crevée parce que tu as des enfants de 1, 3 et 5 ans. Ouais. J'ai presque vu ça comme une opportunité de me dire, je m'arrête de bosser, en fait. Là, à la fois, c'est ça aussi qui est bizarre, hein, c'est que j'étais hyper épanouie dans ce que je faisais. Et en même temps, il faut l'avouer, j'étais crevée. Tu vois, 3 petits enfants à la campagne. Ouais. Voilà, donc on a dit oui, on est parti. Et puis voilà, c'était chouette parce que nos enfants ont commencé justement l'école internationale en anglais. Ce qui, moi, m'a passionnée d'un point de vue linguistique, parce que j'ai vu mes filles qui étaient en CP et en moyenne section de maternelle et qui parlaient très bien comme des petites francophones, si tu veux, Ouais. qui sont arrivées du jour au lendemain en école IB, donc école internationale, au Japon, donc avec du japonais et de l'anglais. Et avec du recul, quand je leur demande et que je leur dis mais comment c'était les premiers jours, elles me disaient ouais, mais tout le monde était gentil, mais on pouvait parler avec personne. Et maman, on entend ça parce que moi, je suis extravertie, je suis sociable. Pour moi, parler, c'est super important. Et je me dis, mais genre, ça leur coupe l'herbe sous le pied, tu sais. Ouais. Et bon, alors, heureusement, je ne pense pas qu'elles ont eu des grosses séquelles. Et maintenant, elles sont trilingues avec l'allemand aussi en Allemagne. Et je pense qu'elles ont 20 ans et 18 ans, donc elles ont grandi aussi. Mais je dirais à tous les parents qui se retrouvent dans cette situation de prendre soin d'eux, en fait. Parce que les enfants, à la fois, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire les enfants sont des éponges, ils apprennent tout en 3 minutes, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, ils ont besoin d'un sérieux accompagnement. Mais quand je dis aux parents, prenez soin de vous, c'est que je trouve que émotionnellement, c'est des périodes en fait difficiles pour le parent. Parce que tu te gères la culpabilité de déstabiliser ton enfant. C'est-à-dire que tu te dis, c'est à cause de nos décisions professionnelles ou de notre envie de voyager, de découvrir autre chose, etc., qu'on met nos enfants dans un inconfort. Des années pour comprendre que cet inconfort, en fait, il est bénéfique parce que c'est toujours dans les sorties de zone de confort qu'il y a une possibilité de croissance, qu'elle soit linguistique ou qu'elle soit juste du mindset, en fait. Bien sûr. Moi, je trouve que les enfants, et c'est pour ça que j'adore travailler avec des enfants tissiqués, donc les enfants de la troisième culture, ou avec des enfants qui sont multi-expatriés, qui soient francophones en lycée français ou qui soient franco autre chose en lycée international ou en école locale. J'ai tous les cas de figure dans mes patients. Un point en commun, ces enfants-là, c'est une énorme ouverture d'esprit. Et ça, c'est un énorme bonheur pour moi en tant qu'orthophoniste d'accompagner des enfants et des familles comme ça. Parce que je dis souvent à mon ami, enfin mon mari ou mes amis, je dis moi, je trouve que j'ai une grosse chance aujourd'hui de travailler en ligne avec 100% de patients qui, en fait, si je les croisais dans la vraie vie, pourraient être des amis, en fait. Parce que c'est des gens, alors bien sûr que je suis dans ma posture d'orthophoniste et eux sont dans leur posture de patient, mais on n'est pas amis techniquement. Mais le nombre de fois où, par exemple, ils ont tous accès à mon WhatsApp et à mon email, le nombre de fois où ils m'envoient un WhatsApp qui n'est absolument pas professionnel pour m'envoyer une photo du gâteau d'anniversaire de leur enfant ou me poser une question
limite pro-perso qui a un rapport avec l'expatriation et donc avec le langage ou la scolarité de leur enfant, en fait. Et ça, je trouve que Il y a un partage d'aventures communes un peu, c'est ça, non, que tu veux dire? On a un terreau en commun. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on est parti, ne serait-ce qu'une seule fois de chez soi, et quand je dis parti, c'est pas faire un voyage sac à dos quand on est en Erasmus avec une bande de copains. Ce que moi j'appelle parti, c'est aller à l'étranger, avec ou sans enfant, peu importe, payer des taxes à l'étranger. Non, mais quand je dis payer des taxes, c'est pas le côté vénal, mais c'est se mettre dans le truc de je quitte la France. S'inscrire dans une vie, quoi. J'ai plus de carte vitale, je peux être français en plus, moi je suis belge, mais mon mari, typiquement, il est français de nationalité, mais il n'a jamais gagné d'euros, par exemple, jusqu'à arriver ici en Allemagne. Ouais. Donc, il a passé quasiment les 15-20 premières années de sa vie professionnelle à gagner des sous dans une autre monnaie que la sienne. Ça aussi, c'est des choses qui... On met du temps, en fait, avant de réaliser que nous, ça nous paraît normal, mais qu'en fait, c'est pas si normal que ça, en fait. Hein. Ouais. Voilà, donc je te dirais, moi, le Japon, ça a été ma première expat au sens... première fois que je me suis sentie physiquement différente aussi, parce que je ne suis pas asiatique. Oui. Donc, dans le quartier dans lequel on vivait, ça m'arrivait de passer... je me souviens notamment d'une conférence à laquelle je suis allée, où je rigole même pas, mais dans la pièce, j'étais la seule blanche francophone. Et en fait, tu te retrouves parmi plein d'Asiatiques qui sont super sympas, hein, qui te voient même pas. Oui. Ouais, tu te sens tellement différent. Parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux même pas lire. En plus, moi, au Japon, en japonais, je sais pas lire. Donc, tu te retrouves analphabète. Et là, je trouve qu'en matière de remettre ton ego à la bonne place. Ah oui, c'est costaud. Ouais, c'est clair. J'ai d'ailleurs accouché aussi au Japon. Et quand tu te retrouves chez un gynécologue ou un obstétricien japonais qui te fait une échographie et que tu comprends rien de ce qui se passe et que tu essaies de dire ça va ou ça va pas, tu dois apprendre le lâcher prise et tu vas apprendre à faire confiance en la vie, si tu veux. Prendre du recul, ouais. Mais alors, moi, je fais une aparté aussi parce que je repensais à la téléconsultation. Avant de bosser en ligne moi-même, j'ai moi-même téléconsulté. Parce que typiquement, j'ai eu mon premier enfant en Angleterre et ensuite j'en ai eu 2 dans le Jura et j'ai eu mon dernier au Japon. Et donc, chaque fois que j'avais une analyse de sang, une analyse d'urine, une échographie, j'envoyais ça à une sage-femme en France et on se faisait un Zoom de débrief de cette consultation. Donc, même si c'était à titre amical et que il n'y avait pas vraiment un cadre autour de tout ça, quand j'y repense, je me dis, mais moi-même, je téléconsultais déjà depuis Tokyo, puisque je faisais, chaque fois que j'avais un truc, je prenais un deuxième avis en France, en fait, juste pour être sûre d'avoir bien compris ce qu'on me disait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais déjà dans de la téléconsulte, perso. Exact, c'était déjà dans tes veines. C'est clair. En tout cas, dans tes pratiques. Et donc, au Japon, l'idée là de se réinstaller ou de devenir orthophoniste, c'est pas dans ton schéma de vie à ce moment-là. En fait, parce que j'avais le terme est drôle d'ailleurs, ça s'appelait un alien pass. Donc, c'est un visa qui ne te permet pas de travailler. Et en fait, je vais être honnête, je n'avais pas du tout envie de travailler à ce moment-là. J'étais enceinte d'Antoine, notre 4e. Et du coup, si tu veux, 4 enfants en 8 ans, j'étais très contente de ne pas bosser. Mon mari voyageait énormément. En plus, le Japon, c'est un pays tellement riche qu'à cette époque-là, j'ai fait un blog. Et 2 fois par semaine, je postais ma vie quotidienne de maman au Japon. Blog que j'ai d'ailleurs édité pour la famille. Donc, j'ai 2 gros livres de photos et de nouvelles. Et ensuite, et c'était 3 ans, c'est vite passé en fait. Hein. Donc, voilà. Et quand on est arrivé à Singapour, là, pour le coup, notre dernier, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Donc, l'âge de rentrer en maternelle, en crèche. Et puis, c'est assez traditionnel là-bas, on avait une helper, on avait une nounou. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu as une nounou à la maison et que tu es globalement assez détaché des tâches domestiques avec une famille, ça m'avait laissé de l'oxygène pour pouvoir travailler. Et du coup, là, je suis allée dans un gros cabinet pluridisciplinaire qui s'appelle le Kaleidoscope Therapy Center, qui est à Singapour. Et c'est là que pendant 5 ans, j'ai adoré, en fait, parce que je n'ai bossé qu'avec des familles francophones dont les enfants étaient au lycée français de Singapour, donc des gens francophones multi-expatriés qui avaient toujours un parcours avec cette continuité pédagogique du lycée français. Ou alors, énormément, en fait, de couples mixtes. Alors là, j'ai vraiment tout eu, franco-canadien, franco-russe, franco-japonais, franco tout ce que tu veux. Et ça, j'ai trouvé, ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi parce que j'ai découvert vraiment, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand c'est le papa qui est français ou quand c'est la maman qui est française, c'est pas la même chose au niveau de la dynamique de langage de la famille.
Et j'ai D'accord. aussi appris énormément à faire de la guidance parentale. Donc, ce qu'on appelle la guidance parentale, c'est de l'accompagnement en fait parental. Ouais. Où en fait, tu redonnes aux parents L'idée, c'est pas de transformer le parent en orthophoniste ou en prof. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le parent, de répondre à ses questions, de dédramatiser beaucoup de situations aussi, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour du bilinguisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et notamment parfois des mères ou des belles-mères, j'ai rien contre les mères et les belles-mères, hein, mais qui vont parfois entendre ton enfant parler l'été, quand elles le voient en vacances, et qui vont juger le langage de l'enfant sur base de quelques Ah oui, conversations oui, oui. Ouais. en disant mais il a un accent quand même, ou il cherche un peu ses mots en français, ou il dit ma bleue voiture et mon préféré copain, mais tu sais, fais attention, hein, parce que le fait d'être bilingue, ça va te rendre confus. Donc tu vois, toutes ces petites phrases que tu entends quand Ouais. t'es parent, en fait, elles te déstabilisent vachement et elles peuvent te dissuader de parler ta propre langue maternelle à ton enfant, ou te dissuader de tes choix scolaires. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de parents qui avaient des enfants en école internationale se dire oh là là, il faudrait peut-être qu'on les remette dans le système français parce que ça va être compliqué plus tard. Ou l'inverse. Donc, si tu veux, je trouve que j'ai vraiment accompagné pas mal de gens qui avaient des fausses croyances. Et puis moi, pendant ce temps, mes propres enfants grandissaient, si tu veux. Donc, pour moi, j'ai vraiment envie de dire, là où je me suis le plus spécialisée en bilinguisme, c'est à Singapour, parce que pendant 6 ans, j'étais dans ce cabinet, et c'était un cabinet super dynamique, et puis très à l'américaine, tu sais. Donc, chaque fois, les gens qui allaient en formation, les psys, les orthophonistes, les psychomotes, chaque fois, il fallait partager avec les autres, il fallait faire des webinaires, des formations. J'ai l'impression que il fallait tout le temps aller en formation. Et moi, à certains moments, je me disais, mais c'est too much, quoi. Je veux dire, on est déjà diplômé, pourquoi on est obligé de se reformer encore Et ils nous obligeaient un peu à nous former. Et c'était passionnant. Puis Ça a aussi, énormément appris, en fait. quand Ouais. tu es thérapeute et tu dois le voir toi aussi en étant coach, moi, je trouve que j'apprends énormément des orthophonistes en France parce que ça me permet de rester dans le bain, si tu veux. Mais j'apprends énormément aussi avec les anglo-saxons qui ont quand même une façon Bien de sûr. voir les choses qui est tellement riche. Et du coup, aujourd'hui, je te dis, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je me sens très francophone parce que c'est ce que je suis. Et en même temps, j'ai vécu quasiment 10 ans en Asie et maintenant, ça fait plus de 6 ans que je suis en Allemagne. Et mes enfants sont dans le système IB. Donc, je me sens aussi, à certains moments, entre deux mondes. Et c'est agréable d'être entre deux mondes. Hein. C'est-à-dire que tu peux un peu choisir dans quel monde tu veux aller. Et puis Ouais. surtout, tu as un caméléon. Voyage. Mix de tous ces... Tu voyages dans ta tête et tu as un mix de tous ces mondes. Tu vois. Donc ça, je trouve Ouais. que c'est assez riche. C'est assez chouette. Je m'emballe un peu. Je ne réponds pas que à ta question. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton activité? Parce que finalement, quand vous êtes parti, donc Singapour, Allemagne, c'est ça? Oui. Tu aurais pu aussi là faire le choix d'un job salarié dans un centre, non? Ah ben, sauf que moi, je suis à Dresde. C'est pas très très international comme Donc ville c'est ça. et je Ok. ne parlais pas allemand du tout en arrivant. Et après 6 ans, mon niveau n'est pas toujours exceptionnel. Donc non, j'ai pas du tout pu travailler. Et là, si tu veux, j'ai eu une période très dure en arrivant, vraiment très très dure, parce que bah, les enfants étant plus grands, tu sais, quand tu arrives avec des ados, ils vont à l'école le matin, ils vivent leur vie. Moi, mon mari, il est arrivé dans son boulot, il s'est mis à bosser et tout. Et donc, j'ai vraiment eu une période, les 3-4 premiers mois, où je me reconnaissais pas, quoi. Tu vois, j'étais plus du tout positive, c'était pas moi. Et là, Ouais. je me suis dit, non, mais Domi, il va vraiment falloir faire quelque chose. Et c'est là que c'est beau parce qu'en fait, au moment où je commençais à plonger un peu et à me dire, hein, tu commences à te victimiser dans ces moments-là. Tu te dis, mais moi j'ai un job et là je peux pas et c'est dur, etc. Tu commences à être un peu dans un mauvais mood. J'ai été un peu rattrapée par la vie parce que j'ai des patients de Singapour qui m'ont contacté en me disant écoutez, voilà, ça fait 4-5 mois maintenant qu'on a arrêté l'orthophonie. On est allé avec une orthophoniste, mais elle était enceinte. Et puis on est allé avec une autre, mais elle a déménagé. C'est le principe aussi. Hein, les orthophonistes en expatriation, elles sont elles-mêmes femmes d'expatriés ou elles-mêmes mamans, etc. Donc en fait, tu es amené à changer souvent. Et j'ai 2 familles qui m'ont dit mais pourquoi on ne fait pas en ligne? Et je m'entends encore leur dire non mais attendez, c'est compliqué, vous savez, en ligne c'est pas la même chose, faut se parler, faut se voir, ça va être compliqué. Moi à l'époque j'étais pas du tout geek non plus, je savais pas faire un partage d'écran, enfin tu vois j'étais pas du tout à l'air d'acheter un Blue Yeti et de me mettre en ligne avec mon matos, tu vois, j'étais pas du tout dans tout ça. Et puis en fait j'ai la chance d'avoir un copain qui est webmaster et puis je me souviens, je l'appelle en fait et je lui pleure dessus en lui racontant tous mes problèmes, en lui disant mais t'imagines même pas, c'est dur, etc., etc. Et lui, bon, il a 10 ans de moins que moi, donc, et puis c'est un ami, donc il me booste un peu, et il me dit, mais Domi, mais c'est bon, s'il faut juste faire un site internet, je m'en occupe, je t'aide, je te fais un site internet et tout,
Et puis, moi, j'étais là, non, mais un site internet, non, ça veut dire que je vais avoir ma tête en ligne, puis mes tarifs et tout, comment je vais faire et tout, c'est trop compliqué. Donc, au début, je lui dis, non, ne faisons pas ça. Ne fais rien, ne fais rien. Après une semaine, je réfléchis, puis j'allais vraiment pas bien, quoi. Je me dis, mais il faut que je bosse et tout. Puis j'avais donc ces familles qui m'avaient contacté, et ça, vraiment, je les remercie aussi, parce que ça a été le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Ouais. Et puis, le mois d'octobre, novembre arrivait, il faisait pas beau, enfin, tu sais, tu commences à cogiter. Je rappelle mon pote et je lui dis, bon, ok, on va faire un site internet, mais genre caché dans un coin que je vais donner aux 2-3 familles qui me demandent, pas trop. Ne le référence pas, surtout pas. Exactement. Très vite, je me dis, mais attention, parce que là, je suis rattrapée par l'Allemagne et puis le côté fiscal. Je me dis, mais mince, en fait, je vais recevoir de l'argent sur un compte, il va falloir que je déclare, comment je vais faire, etc. Et là, en fait, j'ai eu l'idée de recontacter l'agence de relocation qui nous avait aidé à nous installer ici à Brest, qui nous avait aidé avec la maison, avec les formalités administratives et tout. Et j'ai appelé cette femme et je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, j'ai un diplôme français belge validé par la France, j'ai bossé à Singapour, voilà mes numéros d'accréditation, comment je fais pour payer des taxes en Allemagne. Et là, j'ai vraiment de la chance, en fait, parce que cette femme m'a dit, bon, à l'allemande, hein, il faudra payer 450 € pour avoir tel ou tel papier. Bon, bah là, j'ai payé, bien sûr. Et elle m'a envoyé donc à la Chambre de commerce et métiers ici en Allemagne. Elle m'a envoyé pour avoir un numéro TVA intracommunautaire pour pouvoir créer une activité. Et ça a été fait, franchement, dans la semaine. C'était miraculeux, si tu veux. Ça a été fait assez rapidement. Donc, ça m'a coûté de l'argent, si tu veux, en honoraire de cette personne. Mais elle m'a aidé à avoir un numéro de taxe, etc., en Allemagne. Donc, une grosse semaine pour ouvrir un cabinet et pour pouvoir facturer, qu'une semaine, c'était assez miraculeux. Et puis après, Romain, là, mon copain, m'a aidé à faire un site. Et puis j'ai commencé comme ça, en fait, honnêtement. Et j'étais assez surprise parce que les freins que j'ai eu à cette époque-là, c'était limite de convaincre les gens que c'était OK de bosser en ligne et que c'était confidentiel et que, tu vois, petit à petit, évidemment, niveau RGPD, tu dois prendre des abonnements à des plateformes qui sont cryptées. Le SEO de ton site, tu fais pas n'importe quoi. Donc, j'ai l'impression qu'au début, j'ai probablement fait des choses qu'il fallait pas faire. Tu vois, ça, j'en sais rien. Mais j'ai été vachement accompagnée et je me suis fait coacher, en fait. Donc, ça, je sais pas faire, mais je me suis fait coacher parce que je pense qu'on fait pas les grandes choses toute seule. Je pense que la vision et la motivation, elle vient de la personne. Ça, il faut l'avoir au début, la niaque et puis l'envie. Le big why, comme vous dites. Mais après, moi, j'avais besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me dise, bon, maintenant, il faut faire ça, 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 et que j'ai un plan d'action, si tu veux. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis que orthophoniste. Hein. Je suis pas comptable. J'ai jamais fait de web marketing. J'ai jamais fait de newsletter. J'ai jamais fait de planification, de comptabilité. Enfin, tous ces trucs-là. Moi, je me suis jamais dit, en sortant de mes études à 23 ans, que j'allais être, en gros, chef d'entreprise. Enfin, même encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à dire, je suis chef d'entreprise. Tu vois, j'ai mon webmaster, j'ai mes objectifs. Tu vois, ça, c'est tout ce qu'un chef d'entreprise fait. Et aujourd'hui, j'ai même encore du mal à dire ça. Tu vois, je me dis, non, je travaille en ligne, je suis orthophoniste sur mon petit site et mon petit truc. Mais en fait, c'est une activité dont je vis, si tu veux. Oui. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé dans ta pratique déjà, tu vois, de passer justement d'orthophoniste, on va dire classique, à orthophoniste en ligne? Est-ce que justement, pour moi, c'est ça qui pour moi est de la reconversion, c'est que c'est pas le même métier, mine de rien. Non, pas du tout. Alors, c'est pas le même métier, tu as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai dû repenser ma façon de faire. C'est-à-dire que tous les enfants de moins de 5 ans, je ne peux pas les recevoir au cabinet. Tu vois, derrière un écran, c'est pas la même chose. Tu vois, 3/4 d'heure, voilà, j'ai pas ma pâte à modeler, ma peinture, mes puzzles, enfin tout ce que tu peux avoir dans un cabinet d'orthophonie où les petits vont toucher. Donc, les moins de 5 ans, je vais te dire, c'est plus de la guidance parentale, de l'accompagnement parental, où bien sûr, on fait des petites activités en ligne, en partage d'écran avec l'enfant, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'interactions avec le parent pour comprendre ce qui va, pour énormément rassurer, énormément donner des informations. Ça, je le dis à tous les parents qui nous écoutent. Si votre enfant a un problème de langage oral, qu'il soit bilingue ou pas bilingue, la première chose à faire, par exemple, c'est d'aller chez l'ORL, vérifier qu'il entend bien. Parce que j'ai au moins 20% des enfants qui viennent et qui sont en troubles articulatoires ou en retard de parole et de langage. Et en fait, c'est simplement un problème auditif parce qu'ils ont eu des bouchons de cérumen ou des otites séromuqueuses qui n'ont pas été diagnostiquées, qui sont passées à la trappe parce que pas douloureuses. Et puis, en fait, quand on règle le problème auditif, tout d'un coup, le langage s'améliore par miracle. On n'a même plus besoin d'orthophonie. Donc ça, voilà. En fait, et ça, c'est des informations, c'est de la vulgarisation, entre guillemets, de principes orthophoniques, mais je réalise qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas eu accès à ces informations ou qui n'ont pas forcément entendu ça. Donc,
Parfois, en quelques séances, ça suffit pour décoincer des situations. Alors là où je te dirais que j'ai vraiment changé mon activité, c'est que avant, voilà, dans mon cabinet, j'avais des jeux, du matériel, beaucoup de choses qu'on peut toucher, si tu veux. Donc là, au niveau sensoriel, je ne touche plus mes patients. Oui. Donc tout se fait en partage d'écran. Donc j'ai dû scanner beaucoup de matériel. Je paye aussi énormément de plateformes de matériel de rééducation orthophonique, hein, qui sont des abonnements payants pour moi, de matériel voilà, qui est labellisé, si tu veux, par des orthophonistes, et puis que je peux envoyer en partage d'écran aussi, ou en devoir, si tu veux, à mes patients. Je dirais aussi beaucoup que je suis contente de ne pas avoir commencé ma pratique professionnelle par la téléorthophonie, parce qu'en fait, quand tu es déjà orthophoniste depuis une vingtaine d'années, tu as déjà des mises en place de comment tu accueilles une famille. Je suis très... Souvent, mes enfants me disent « Maman, tu as plein de rides ». Mais ça, c'est parce que je suis très expressive aussi. Je suis très dans le pastel, si tu veux. Parce que quand tu vis à l'étranger, que tu as besoin de bien te faire comprendre, tu fais souvent des faces. Et parfois, je me dis « Mais Demi, arrête de faire ça ». Mais voilà. Avec des petits-enfants, j'ai dû clairement m'adapter, c'est sûr. Mais après, ce que je n'avais pas prévu et qui est vraiment... C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que l'autre jour, j'entendais un coach sportif, tu vois, et qui disait, si je suis autant en capacité de vous accompagner, donc là, on était pareil, c'était en ligne ou en vidéo, c'est parce que j'ai 20 années d'expérience présentielle derrière moi, et que si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas autant vous guider, avoir connaissance, en fait, de là où vous allez vous planter, ou là où vous allez mal vous mettre, etc. Et est-ce que toi aussi, tu dis, aujourd'hui, si je suis capable de le faire en ligne, c'est parce que j'en ai vu plein en cabinet. Ah oui, mais clairement. Mais tu sais, si j'avais pas été... Parce que là, ça fait 22 ans maintenant. Donc, pendant 16 ans, j'ai été dans des cabinets, dans des écoles, etc. Et puis moi-même, parent aussi, ou dans des lycées français, écoles internationales, etc. Si j'avais pas eu 16 ou 20 ans d'expérience avant, je sais pas si j'aurais été capable de le faire en ligne. Parce que tu as besoin quand même aussi d'avoir une certaine confiance en toi professionnelle. Parce qu'on parle beaucoup de la confiance en soi, et je pense que c'est quelque chose qui se travaille sur toute la vie, en fait. On a toujours besoin de petits boosts de confiance en soi, et on parle beaucoup de ce syndrome de l'imposteur. Oui. Je pense que moi, si j'étais sortie de mes études, que j'avais jamais été orthophoniste, et que tout de suite j'avais été en ligne, mais là, gravement, j'aurais eu le syndrome de l'imposteur fort. Parce que tu es quand même seule, face à ta caméra, face à ton micro, face à tes angoisses, et face à toi-même. Et quand tu accueilles une nouvelle famille, moi, si tu veux, quand j'ai une nouvelle famille qui vient, chaque nouvelle famille, c'est un nouveau cadeau, entre guillemets, qui arrive dans ma vie, si tu veux. C'est-à-dire que pour mon ego professionnel, j'ai envie d'avoir 100% de réussite, même si le 100% de réussite, il est très théorique et il n'existe pas dans la vraie vie. Mais quand je dis 100% de réussite, c'est que même une famille que je ne pourrais pas aider parce que je ne suis pas la bonne personne, ou parce que ce n'est pas le bon moment de leur vie, ou parce que le problème est finalement pas orthophonique, mais qu'il est plutôt psychologique, ou qu'il est plutôt d'un autre ordre, si je ne peux pas les aider, il faut au moins qu'on s'en rende compte vite et que je puisse les réaiguiller vers une autre solution qui, là, va fonctionner. Parce que là, du coup, c'est quand même une réussite, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça, cette espèce de maturité professionnelle, tu peux pas l'avoir en ligne tout de suite quand tu t'installes. Et je vois bien d'ailleurs, et ça, je pense que chez Expat Pro, Catherine et Cécile, elles le voient aussi, il y a très peu de thérapeutes qui ont 22 ans qui se lancent en ligne. Tu vois, c'est pas une question d'âge. Je pense que les gens de 22 ans, ils ont toute la tête en tête, ils ont toute la niaque, ils ont toute l'énergie, etc. Mais je pense que moi, je suis devenue je trouve que là, tu vois, j'ai 44 ans, tu es plus ancré dans ta vie aussi, tu as moins peur du regard des autres. Tu vois, je me dis aussi typiquement, les gens qui critiquent mon travail ou qui n'aiment pas ou qui n'ont pas envie de l'orthophonie en ligne, surtout qu'ils ne viennent pas. C'est très bien comme ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Et je pense que ça, je l'aurais pas vécu comme ça. Je me serais dit, oh là là, mon Dieu, non, mais cette personne, elle n'aime pas ça, donc il faudrait que je la convainque, etc. Je ne cherche plus à convaincre personne, en fait. C'est-à-dire que les gens sont convaincus tout seuls avant même qu'ils arrivent. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Donc, je te dirais que pour moi, en fait, ça s'est fait là, ça fait 6 ans maintenant que je travaille en ligne. Je dirais peut-être les 2 premières années ont été un peu difficiles parce que c'est chronophage. Ça prend du temps de s'installer fiscalement, de s'installer aussi, de tout scanner, de revoir ses fonctionnements, d'être à jour avec le classement de tes documents, parce que j'ai des tonnes, j'ai des centaines. Et remettre en place sa pratique, en fait. Remettre en place c'est recréer une nouvelle pratique, tout simplement. Et puis aussi, toi qui es coach, tu le sais aussi, mais moi j'ai trouvé ça puissant et magnifique de se faire coacher, mais j'ai trouvé ça épuisant. Parce que tu es sans arrêt dans ta zone, tu vois, on te questionne, on te dit pourquoi tu fais ça, est-ce que tu as pensé à ceci, enfin,
Et c'est même pas pourquoi tu fais ça. C'est, tu vois, une de mes premières coachs me disait par exemple, quelles sont tes valeurs, c'est quoi ton mantra, ton manifeste. Un terme, des vocabulaires, je savais ce que c'était, mais on m'avait jamais demandé tout ça, tu vois. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé Oui, que puis c'était... comme tu dis, là, tu es orthophoniste et chef d'entreprise. Et alors, tu vas me dire si ça te parle, mais moi, j'ai le sentiment que, admettons, tu ne serais jamais parti en expatriation, tu serais installé directement en libéral. Est-ce que finalement, tu es chef d'entreprise quand tu es en libéral Ah comme bah ça? oui, complètement. En France, tu es aussi chef d'entreprise quand tu es... Enfin, si tu veux, toutes les Moi, je professions sens que c'est paramédicales en France. différemment, mais ouais, Ouais. peut-être. Non, mais en fait, en France, quand tu es orthophoniste, kiné ou n'importe quelle profession libérale, tu es quand même aussi un petit peu chef d'entreprise parce que tu peux avoir des collaborateurs ou des associés. Donc déjà, c'est un peu comme des employés, si tu veux. Tu as aussi très souvent la gestion d'un cabinet, c'est-à-dire louer un local professionnel, amortir ton matériel administratif, enfin tes ordis, ton matériel de rééducation. Payer tes charges, ta femme de ménage, gérer ce qui se passe pendant tes vacances, parce que nous, on a énormément de congés sans solde en libéral. Tu sais qu'en en France, ça, je trouve ça assez triste d'ailleurs. Moi, j'ai pas mal de consoeurs qui sont obligés d'emprunter pour un congé maternité. C'est triste. Quand tu es libéral, tu as la liberté. C'était plus peut-être dans le sens de présentation de ton big why, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Enfin, tu vois, toute cette notion plus marketing qu'on a Ah beaucoup moins parce que finalement, les gens viennent naturellement, on va dire, comme tu le disais dans le Jura tout à l'heure, où en gros, bah voilà, il y a besoin, quoi. Donc les gens viennent, puis presque en peu France, tu n'as pas importe. de chômage. C'est sûr que tu n'as pas de chômage quand tu es orthophoniste. En ligne, il y a une démarche qui est totalement différente dans l'expression de ta pratique et de qui tu es, peut-être. Mais voilà, laisse-moi, enfin, dis-moi aussi comment tu le sens, toi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce qui m'a freiné au début, justement, au niveau marketing, quand je te dis marketing, c'est que par exemple, j'ai une newsletter 2 fois par mois d'information, de prévention, je partage des articles, des podcasts, enfin, tout ce qui me paraît intéressant, toujours avec le hashtag bilinguisme ou expatriation ou langage. Ouais. Et pour moi, tu vois, faire une newsletter, au début, j'avais ce ping-pong de me dire attention, attention, niveau déontologie, quand on est paramédical, on n'a pas le droit de faire de la pub. Parce que la ligne est très faible entre faire de la pub ou de l'autopromotion pour tes services ou faire de l'information et de la prévention, tu vois. Et donc moi, c'est là que je me suis positionnée, tu vois, en me disant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Alors déjà, je me suis dit, bien évidemment, je me sers de l'expertise d'orthophoniste, je me sers de l'expertise de 6 expatriations, de tout ce que tu veux, et du fait d'être mère d'enfants trilingues. Mais jamais je vais exposer mes enfants, par exemple. Jamais je vais mettre des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, de choses comme ça. Oui. Ça, c'est plus pour la partie éthique, protéger mes enfants, si tu veux, parce qu'ils sont adultes maintenant, ils sont grands, et j'ai pas non plus ils retrouvent leur tête partout. Et après, je me suis dit, si on me tape dessus en disant, bah, celle-là, dis donc, elle fait du marketing et de l'autopromotion, je suis à l'aise avec ça maintenant parce que les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est, en fait. Et que c'est du travail qui est non rémunéré. C'est totalement gratuit. Et c'est ce que je me dis, c'est que, tu vois, je travaille du mardi au vendredi de 9h à 16h. Donc, je travaille 4 journées par semaine. Mais le lundi, je bosse, en fait. Regarde, on est lundi aujourd'hui. Le lundi, bah, ça peut être des podcasts, ça peut être ma newsletter, ça peut être machin. Je bosse de manière non rémunérée pour informer des gens et pour donner du gratuit aussi. Donc, je suis très à l'aise maintenant d'avoir une activité où on pourrait me dire, bah oui, mais tu te fais de l'argent en ligne, etc. Oui, mais je fais énormément de gratuit par ailleurs parce que ça me plaît, en fait. Et puis que c'est une bonne balance entre 4 jours par semaine où je pourrais avoir le sentiment d'être coincée toute seule derrière mon écran dans mon bureau, à me parler à moi-même devant mon écran, limite. Et puis cette journée qui est un peu marketing, admin, rencontre. Le lundi, en fait, je travaille, mais je travaille sans consulte. Je travaille, tu vois, je fais un point avec mon assistante une fois de temps en temps. Je parle à des gens qui m'inspirent ou je me forme. Et ça, on n'en a pas parlé encore pour le moment du Covid. Et moi, j'ai vraiment senti un avant et un après Covid. C'est-à-dire que avant le Covid, je devais expliquer aux gens ce que c'était que la téléconsultation. Et après, et après le Covid, tout le monde savait comment ça fonctionne, la visioconférence. L'école a été en ligne, etc. Donc après le Covid, les gens qui me demandaient avant le Covid, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Après le Covid, les gens ils me disaient, comment tu fais ça? Mais tu sais, le pourquoi ou comment, il est un petit peu subtil. Mais avant, on m'a beaucoup demandé pourquoi, tu prends ces décisions. Et depuis, c'est ah, mais comment tu fais? Ah, mais c'est sympa, etc. Et c'est vrai que quand tu commences à gérer LinkedIn, Facebook, les réseaux sociaux, moi, je suis pas du tout geek en fait, pas du tout, du tout. Et c'est là que je me dis, tu vois, d'un point de vue
coaching. J'ai eu besoin qu'on m'explique un petit peu les codes. Et maintenant, je me détache un peu parce qu'à la fin, je me dis, finalement, je fais avec mon bon sens. Il y a probablement des choses que je fais bien évidemment de travers, mais je fais avec mon bon sens. Et ce que je recherche, c'est cette espèce d'alignement dont on parle beaucoup en coaching. Et pour moi, l'alignement, c'est quand je me regarde, je me dis, bon, je suis Domitilla, je suis une maman, une épouse, une expatriée, une orthophoniste, une humaine, en fait, à la fin. Ouais. Et en fait, moi, j'ai juste envie de me lever le matin. Tu sais, ce que je trouve hyper triste, c'est les gens qui te disent « je déteste le dimanche soir parce qu'en gros, il faut aller bosser lundi ». Ça, je trouve ça d'une tristesse infinie parce que j'ai été certainement comme ça à certaines époques, hein, c'est possible. Et je te dirais pas que je me lève tous les lundis matins ou tous les mardis matins en me disant « youhou, je vais bosser, c'est trop la fête, c'est trop génial ». Bien sûr, si j'ai le choix d'être en vacances, je vais préférer les vacances. Mais j'ai jamais la boule au ventre, jamais, jamais, jamais. Je me connecte. Toutes les familles sont plus passionnantes les unes que les autres. Et même les familles qui me challengent, parce que c'est des gens qui sont, tu sais, qui ont besoin de réassurance, de confiance, ou qui te challengent parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils veulent pousser. Il y a tellement de possibilités de croissance et les gens sont tellement libres, en fait. C'est ce que je dis beaucoup aussi aux gens, s'il y en a qui écoutent, et qui se disent « ouais, mais j'ose pas consulter une orthophoniste ». Osez. Osez parce que honnêtement, vous venez une fois, si ça ne vous plaît pas ou si je ne suis pas la bonne personne, vous ne venez plus. On ne signe pas de contrat, on n'est pas marié en fait. Donc, on n'est pas marié au sens. On n'est pas du tout engagé. Donc, moi, je me sens engagée parce que j'ai un engagement moral vis-à-vis des gens. Je n'abandonne pas des gens dans la nature. Moi, quand j'ai des patients, par exemple, qui sont en Asie et puis qui déménagent aux États-Unis et qu'après, au niveau horaire, c'est plus du tout intéressant pour moi de les suivre, tant pis. Je ferai des consultes le soir s'il faut, mais je continue de les suivre. Je ne vais pas les abandonner. C'est toutes les centres qui travaillent en ligne. Tu vois, quand j'ai une famille qui vient et qui me contacte 5 ans plus tard pour le petit frère et que je suis à une période où je suis un peu tight niveau patient parce que je prends une quarantaine de familles par promotion, j'ai envie de te dire. Mais il y en a qui ont besoin d'une séance par semaine, il y en a qui c'est une fois par mois et il y en a c'est 2-3 fois par année. Donc quand je suis à 40 familles, je suis bien, si tu veux, dans mon turnover. Mais parfois, je vais jusqu'à 45-46 parce qu'il y a des anciens qui reviennent et que tu ne dis pas non à un ancien qui revient. Et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est que du coup, j'ai plus jamais l'impression d'abandonner qui que ce soit. C'est-à-dire que les gens savent, je travaille de septembre à juin, et puis après juillet-août, il y a une pause, parce que c'est la pause scolaire, et puis les expats, ils voyagent en été. Mais de septembre à juin, je veux dire, hors petites vacances, j'allais dire, de Noël ou des petites... du mardi au vendredi, je suis toujours là, si tu veux. Et ça, moi, ça m'a offert une grosse sérénité aussi. Que je ne pensais pas avoir un jour, parce que dans un cabinet en présentiel, tu as aussi une lourdeur du présentiel, c'est-à-dire tu dois aller à ton bureau, tu dois prévoir les embouteillages, donc tu dois partir plus tôt au cas où, si jamais il pleut, si jamais ci, si jamais ça. Moi, je le dis souvent en rigolant à mes patients, je suis toujours à l'heure, parce que c'est très simple, mes consultations sont aux heures fixes, donc je suis toujours à l'heure. Mais parfois, à 58, je suis en train de me faire couler mon café ou je suis en train de faire un truc dans ma maison et à 59, je suis assise et à l'heure, mon call commence. C'est pas possible d'être en retard. Et ça, je suis peut-être devenue allemande parce que j'habite en Allemagne et pour moi, la ponctualité, c'est super important. Mais c'est un des trucs que je trouve le plus cool aussi, c'est que je suis jamais en train d'attendre ou en train de faire attendre. Ça tu perds vachement d'énergie quand tu es en train d'attendre, en fait. Et en fait, t'attends beaucoup, t'attends des gens parce que les gens, moi je me souviens dans le Jura, les gens ils arrivaient en retard parce qu'ils n'avaient pas trouvé de place de parking, ils arrivaient, ils étaient complètement, ils s'étaient tapé un pic d'adrénaline. Et en fait, c'est pas confortable. Et tu sais que 5 minutes avant, sa mère lui a gueulé dessus, désolé du terme, parce qu'il fallait qu'il court dans la rue parce qu'ils n'ont pas trouvé de place de parking et l'enfant il arrive et il est déjà à moitié en train de pleurer parce qu'il s'est fait gronder par sa mère. Voilà, j'ai été ce genre de mère, c'est pas le problème. Mais tu vois, je trouve que là, en ligne, tu es chez les gens, ils sont chez eux, c'est super confidentiel parce que moi, avec des ados aussi, la porte est fermée, ils sont dans leur chambre. S'ils sont invités à venir ou veulent venir, il n'y a pas de problème. S'ils veulent enregistrer la séance, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est leur décision, ça leur appartient si tu veux. Bien sûr. Mais c'est super confidentiel et tu n'as pas justement, tu croises en salle d'attente ton voisin ou le fils du boss de ton mari ou je ne sais pas qui. Non, il n'y a pas ça en ligne. Donc ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Et comment tu nourris peut-être ton besoin, si tu l'as, de voir des gens en présentiel? Parce que je sais que c'est aussi une des craintes, tu vois, de dire, mais au final, je manque d'humain, tu vois, de toucher presque humain. Excellente question. Alors ça, c'est une excellente question parce que, tu l'as compris, moi je parle beaucoup, je suis très tactile.
Alors, déjà, nourrir mon besoin d'humain, je pense que j'ai 4 enfants, donc j'ai déjà J'ai besoin à la papillon, maison. même si j'en ai plus que 2 qui habitent à la maison, parce qu'il y en a 2 qui sont étudiantes, mais voilà, j'ai quand même des gens que je peux toucher dans la vraie vie le soir et dont je suis responsable. Après, c'est vrai que c'est un équilibre, justement, et là, tu vois, je déménage et ça fait partie de mes craintes de redéménager, de devoir tout recommencer. C'est que je vais tout de suite, en arrivant à Munich, je vais m'inscrire dans une salle de sport parce que déjà j'ai envie, tu vois, de faire du sport, d'être en forme, de perdre du poids, etc. Donc je pense que c'est pas mal. Après, bah, tu vois, ici j'ai quelques voisines dans le quartier avec qui on se balade, etc. Et pour le moment, je vais être honnête, à cause de la barrière linguistique et de l'allemand, en fait, j'ai vachement renoué contact, mais plus en messages vocaux et par WhatsApp, avec d'anciennes copines, etc., avec qui, en fait, on se parle énormément, mais c'est beaucoup au téléphone. Donc ça, c'est vrai que ce côté, s'il y a un point noir vraiment pour le moment de ma vie ici à Dresde, c'est l'absence de lien social au quotidien avec des gens de la vraie vie que je vois en face-to-face. Parce que tu vois, souvent je sors, au moins 3 fois par semaine, je sors après mes consultes, me balader là près de l'Elbe, près de la rivière. Et j'écoute des podcasts, vachement de podcasts, où je passe des coups de fil. Donc, je suis tout le temps en lien, en fait, avec des trucs qui m'inspirent, des gens qui m'inspirent. J'écoute vachement de webinaires en replay. Notamment, j'ai 2-3 speech thérapistes, donc des orthophonistes américaines, des blogs et qui ont des formations. Et en fait, elles produisent ces femmes-là, c'est incroyable. Et donc, j'ai souvent des heures et des heures d'écoute de choses comme ça. Donc, je me nourris, en fait, si tu veux, de choses orthophoniques et je continue cette formation continue. Mais c'est vrai que, tu vois, là, j'ai hâte d'arriver à Munich, en fait, qui est une ville beaucoup plus internationale et d'avoir des copines dans la vraie vie. Alors, à commencer par l'école internationale des enfants, je vais aller au coffee morning, rencontrer des mamans. J'espère me trouver 1 ou 2 copines qui aiment faire du sport et qui aiment bouger. Parce que moi, je suis le genre de personne, si on veut me voir, c'est pas forcément dans un café. J'adore faire des walking dates, c'est-à-dire donner rendez-vous à quelqu'un, on marche pendant 1 heure ensemble ou on se balade dans un quartier, on fait des voilà. Mais m'asseoir au Starbucks du coin et refaire le monde, c'est plus mon truc en fait. Je suis vraiment quelqu'un qui et ça c'est peut-être un contre-coup du télétravail, c'est que quand 25 heures par semaine, tu es assis derrière ton écran, tu as beau avoir un standing desk et un bureau que tu peux surélever et tu peux te lever de temps en temps, c'est top, mais moi je manque de bouger en fait. Oui. Et donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis, on en parlait d'ailleurs avec Catherine juste avant, tu vois, dans le sens où quand on arrive dans un pays et qu'on a tout de suite son activité, il y a aussi ça. Puis en plus, on est sur les réseaux sociaux, donc on a déjà ce réseau-là aussi qui est créé de par nos autres expatriations. Ben, finalement, on pourrait s'installer plus facilement dans ce confort-là de connexion en ligne, etc. Et on est moins amené à aller sur place, sur l'extérieur, sur le présentiel, sur le local, en fait, pour s'insérer finalement. Mais tu vois, c'est rigolo parce que ça, je sais que je partage ce petit point commun avec Catherine. Moi, j'ai vachement de rituels. Tu vois, genre le lundi soir, je vais à la piscine. Bon, alors, il se trouve que j'y vais avec un de mes fils et lui, il fait son cours de piscine et que du coup, quitte à l'accompagner, moi aussi, je me baigne. Mais le fait d'avoir le lundi soir piscine, le mercredi matin, je marche avec une voisine, le vendredi matin, je cours avec une autre, j'ai déjà 3 jours par semaine où j'ai un rendez-vous, sauf cas particulier, ou sauf si c'est les vacances ou qu'il pleut ou qu'il y a je sais pas quoi, normalement, je me tiens. Donc déjà 3 fois par semaine, j'ai des rendez-vous fixes. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est d'avoir une spontanéité. Et ça, je l'ai perdu, en fait. Mais je ne sais pas si c'est le télétravail ou simplement le travail. Parce qu'en fait, quand tu es mère, bien sûr. Tu vois, moi, j'ai des copines. Du temps où j'étais femme au foyer, par exemple, c'est des choses que j'aimais bien, mais parfois, j'avais pas trop de planning. Mon planning de la journée, c'est d'aller faire les courses. Point. Mais que tu ailles faire les courses le matin à 10h30 ou en début d'après-midi ou en fin de journée, le planning de ma journée, c'était de remplir le frigo, tu vois. Et de m'occuper de mes enfants et de mes bébés. C'était pas un sous-planning, mais j'avais pas des horaires, tu vois. Et là, quand je regarde ma semaine, et c'est là que je te dis, en fait, c'est vraiment, ça me pousse dans mon organisation, c'est qu'en fait, je peux pas aller faire mes courses n'importe quand, en fait, parce que déjà du mardi au vendredi, c'est tac, 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 c'est millimétré mon timing, et donc voilà. Mais du coup, ce qui est rigolo aussi, c'est que ma famille, mes copines, tout le monde sait que je bosse du mardi au vendredi, donc en gros, tout le monde m'appelle le lundi. Du coup, mon lundi aussi, il est assez pris finalement, parce que le lundi, voilà, tu as des coups de fil, tu as des trucs, et tous mes trucs perso. Si je veux aller chez le coiffeur, ça va être forcément sur un lundi. Si je veux aller chez le dentiste, c'est forcément sur un lundi.
Donc finalement, je me dis, bah mince, en fait, mes lundis sont vachement pleins avec des trucs différents qui n'ont rien à voir avec l'orthophonie. Du mardi au vendredi, je bosse. Et puis bah, le samedi, dimanche, tu sais bien comment ça marche avec les enfants, c'est la vie de famille. Donc c'est vrai que de temps en temps, je me dis, là aussi, quand j'entends des entrepreneurs hyper avancés, qui sont super organisés et tout, je pense que j'ai envie de me dire, bah tiens, je ferais peut-être bien de me faire livrer des courses une fois de temps en temps. Je ferais peut-être bien d'être un peu plus, tu vois, organisée. Parce que pour le moment, je ne fais pas ça. Un peu par paresse et par habitude, parce que j'ai l'habitude d'aller faire mes courses. J'aime bien choisir mes tomates moi-même plutôt que ce qu'elles arrivent dans un panier tout préparé. Ouais. Donc, je fais ça moi-même. Donc, ça fonctionne à 99%, sauf quand il y a un gros imprévu. C'est-à-dire que si tu es malade, si tu as... Tu sais, il faut parfois pas grand-chose pour que ton organisation, elle part complètement c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai tellement travaillé cette gestion du temps et tout, que je pense que ma conclusion de ça, c'est que je suis à l'aise maintenant avec le fait que je suis organisée dans une certaine mesure. J'ai des process, des mails types organisés. Enfin, pour mon boulot, j'ai l'impression que je suis assez organisée. Et pour ma vie perso, bah, je crois que ça fait partie de ce que je suis aussi. Je suis vachement un peu en last minute. Et je pense que là, pour le coup, le Covid m'a aidée. Parce que j'ai réalisé que de toute façon, on ne pouvait rien contrôler. Donc, autant vivre un jour après l'autre. Et je pense que franchement, je fais partie des personnes qui ont vraiment mûri pendant le Covid et où je me suis dit, bah, finalement, quitte à rien pouvoir contrôler, tout le monde, en tout cas chez moi, en est sorti à peu près vivant et à peu près grandi, donc tant mieux. Et du coup, je pense que ça, je pense avoir vraiment mûri en fait dans les prises, tu vois. Donc, d'ailleurs, si on revient là-dessus, effectivement, le fait d'avoir déjà développé ton activité en ligne, le Covid n'a, à part quelqu'un qui est malade. Le Covid à ce moment-là m'a énormément apaisée parce que c'était vraiment la certitude que mon intuition était juste. Ouais. C'est-à-dire que je me suis lancée en ligne, je ne l'ai pas cherché, c'est venu à moi et je suis tombée dedans. Le Covid et puis, enfin voilà, l'évolution de ce qui s'est passé sur le télétravail, etc., a juste été la confirmation de la vie, le petit clin d'œil de la vie, comme quoi ce que j'avais fait de manière totalement intuitive était juste pour moi. Et ça m'a vraiment, ça m'a vachement apaisée en fait. Ça, je me suis dit, waouh, toutes ces heures que je dédie dans ça, c'est pas du temporaire en fait, c'est du permanent. Et là, j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais tu déménages, tu vas à Munich, alors tu vas aller créer un cabinet près du lycée français et tout. Je dis, ah non, 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 franchement. Alors, je dis pas, oui, j'irai peut-être faire des conférences en présentiel ou voilà, alimenter ce côté humain, si tu veux. Mais moi, une des raisons pour lesquelles je veux bosser en ligne, et ça, j'ai déjà dit, c'est ne plus jamais abandonner qui que ce soit. C'est-à-dire ne pas annoncer à des parents, salut, je déménage, et en fait, on arrête les séances. Ça, je trouve ça difficile du point de vue thérapeute. Et puis en plus, maintenant que mes propres enfants grandissent, mais le luxe, c'est-à-dire que si pour une raison, j'ai un enfant qui est malade ou qui est hospitalisé ou qui a besoin urgent d'aide, etc., je prends mon ordi, je m'installe chez lui. S'il a du wifi, je peux faire quand même des séances d'orthophonie ou ne pas planter totalement mon activité parce que j'aurai une urgence perso, si tu veux. Et puis ça, les personnes, même si elles sont en face, elles sont malades, enfin malades, mais en mesure de faire le rendez-vous, elles peuvent quand même le faire. Ça ne te fait pas des annulations de rendez-vous. Tu sais, ça, c'était le pied de nez du destin. J'ai eu des dizaines de patients dans les dernières années là, qui ont eu le Covid et qui me disent « Salut Domi, alors j'ai le Covid, mais on se parle sans filtre, on se parle sans masque. » Donc, voilà. Ça, c'est un vrai plaisir, ça, c'est clair. Ah, mais c'est génial. Et puis, du coup, tu es avec un enfant qui a le Covid, alors du coup, il est exclu de partout, plus personne ne veut le voir, sauf que moi, Domi, veut bien le voir. C'est clair. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui est derrière un écran, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vrai que je crois vraiment que le Covid, pour moi, m'a vraiment apaisée aussi, je te dis, par rapport à cette certitude. Et puis, voilà, ce sens et cette envie d'aller bosser et de transmettre, en fait. Partager. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as partagé, c'est que finalement, on retrouve, enfin, pour moi, c'est ça aussi, se reconvertir ou rebondir ou se réinventer. C'est j'ai mon ADN et on le sent depuis, je dirais, depuis l'Angleterre, entre guillemets. Et à chaque fois, c'est comment finalement je le partage. Mais je suis toujours, je m'enrichis, tu vois, je m'enrichis à chaque fois, j'apprends, voilà, je grandis. Mais par contre, mon ADN est là et à chaque fois, c'est finalement comment je peux venir la déployer en fait en fonction des situations ou des opportunités ou de ce que moi j'ai envie de vivre à titre perso. Et c'est ce que tu as fait même quand tu étais à SEM ou quand même quand tu étais au Japon mais tu t'es enrichi autrement. Et à Singapour dans le cabinet, puis maintenant dans ton entreprise à toi, en développant en plus ces compétences de chef d'entreprise qui s'ajoutent aussi, qui sont une autre casquette. Pour moi, c'est clairement d'avoir deux métiers, quoi. Ou en tout cas deux profils.
orthophoniste qui est le technicien et puis chef d'entreprise derrière, et on pourrait mettre on pourrait encore déployer d'autres casquettes, mais il y a vraiment cette notion-là, c'est je sais quel est mon ADN et ensuite je suis en capacité de regarder un peu ce qui se passe et comment je peux venir, moi, venir mettre ma patte un peu ici, un peu là, en fonction des expatriations. Mais tu sais, je coupe 2 minutes, il y a une citation qui dit « On ne naît pas entrepreneur, on le devient ». Et moi, cette citation, je l'adore parce que tu peux mettre n'importe quel autre mot à la place d'entrepreneur. Genre, on ne naît pas parent, on le devient. Ouais. On ne naît pas expatrié, on le devient. On ne naît pas... Enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression d'être devenue plein de choses et je me rends bien compte que je suis encore en pleine mutation parce que je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais peut-être que là, voilà, je déménage. Peut-être que dans 5 ans, je me dirais, en fait, j'ai envie de faire des ateliers de parents en ligne ou j'ai envie de faire je sais pas, autre chose. Et ça, évidemment, ça va toujours rester dans de l'orthophonie parce que c'est mon diplôme, ma formation et que ça me colle à la peau dans tous les sens du terme. Et que j'aime ça en plus. Mais par contre, je me dis peut-être que la modalité va encore changer. Je crois très sincèrement que le côté en ligne, dans les 20 prochaines années, voilà, à moins qu'il y ait une crise du Wi-Fi, on ne sait jamais. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu toutes les peurs en fait liées à tout ça, parce que je me dis, en fait, on rebondit tout le temps, en fait. Et je crois que ça, c'est une force. Je crois que tu as pas mal de femmes qui t'écoutent et peut-être des hommes aussi, mais quand tu es un conjoint suiveur, pour moi, la meilleure force du conjoint suiveur, c'est d'être quelqu'un qui est bien avec soi-même, qui est heureux avec sa propre personne, parce qu'en fait, on est quand même notre meilleur ami à la fin. Et quand tu es au fond du... Parce que là, je donne l'impression d'être la fille qui n'a pas de problème, qui est toujours hyper positive et tout, mais je l'ai dit, il y a 6 ans, j'ai honnêtement fait une grosse déprime, je pense, en arrivant, où je ne me reconnaissais pas. Je trouvais que les gens étaient moches dans la rue, mais c'est tellement pas moi, ça, tu vois. Je trouvais que les gens étaient moches dans la rue, c'était vraiment dur. Et puis j'en voulais à la planète entière, j'en voulais à mon mari d'avoir changé de boulot, alors que pourtant on l'avait choisi ensemble, on avait décidé de rentrer en Europe, c'était un choix de couple, tu vois. Et donc j'en voulais à mon mari d'avoir changé de boulot, je lui en voulais limite de gagner de l'argent et de s'épanouir, etc. Alors qu'il le fait pour sa famille, enfin tu vois. Donc j'étais partie dans un mauvais trip. J'en voulais à mes enfants parce que évidemment ils passaient plus de temps avec leurs copains qu'avec leur mère qui était tout le temps en train de se plaindre, c'est logique. Donc tu commences à en vouloir à tout le monde. Et je pense que si vous vous retrouvez dans cette situation en expat, honnêtement, il faut se faire coacher. Il faut se faire coacher. Alors, soit il faut aller voir un psychologue, parce que ça peut être parfois un mal-être qui est très profond, qui revient à un trauma ou à l'enfance ou à des problèmes d'ordre psychologique. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se faire soigner. Mais moi, ce n'était pas ça, en fait. Moi, je sentais que c'était, en fait, une perte de repère de... J'étais une orthophoniste reconnue à Singapour, parce qu'après 6 ans, c'est pas dur d'être reconnue en local. Si et puis, du jour au lendemain, tu montes dans l'avion, tu arrives, tu n'es plus personne, tu ne parles pas la langue. En plus, on a eu plein de trucs, parce que je te parlais tout à l'heure de cambriolage, mais le premier mois, nos enfants sont fait cambrioler leur sac, on a perdu tous les ordis. Tu sais, tu arrives comme ça, tu es vite dans un bad trip où tu vois que rien ne va, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, en fait, qu'il y a eu un ricochet de d'ondes positives entre des patients qui me recontactent, mon copain qui m'a aidé de manière hyper sympa pour mon site internet, mon mari qui m'a quand même dit non mais Domi, t'inquiète, c'est pas grave. Et plus il me disait que c'était pas grave, plus ça m'énervait, plus j'avais envie de dire mais il comprend rien, c'est pas possible. Mais bon voilà, il était dans un soutien finalement inconditionnel, mais il avait forcément pas les bons mots, enfin pas ceux que moi j'attends, tu vois. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, la personne qui m'a aidée, c'est moi-même. Et c'est dur à dire parce que ça peut paraître prétentieux de dire ouais, je me suis aidée toute seule, mais c'est pas de la prétention, c'est juste que personne ne pouvait m'aider parce que je ne laissais personne m'aider. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, et ça, je pense. La porte était fermée, quoi. Mais ça va peut-être aider des gens qui nous écoutent, mais quand tu arrives en expatriation, parfois, tu es dans un bad trip dans ta tête. Surtout, je pense à des femmes, tu vois, qui avaient des gros postes avant et qui étaient reconnues, qui gagnaient correctement leur vie, etc., et qui démissionnent. Moi, j'ai démissionné 4 fois. C'est un peu violent d'aller démissionner, hein, parce que même si tu as des bonnes raisons, parce que c'est pour suivi de conjoint, etc., tu démissionnes. Donc, tu quittes, tu abandonnes, entre guillemets, un statut et tu sautes dans l'inconnu. Et même si, tu sais, en chinois, on dit que le mot crise, c'est croissance, t'es pas toujours prêt à le voir, ça, tu vois, t'es pas toujours prêt. Et puis, tu te gères aussi tes angoisses. Moi, mes parents m'ont jamais dit comme ça, mais ils étaient un peu là, genre, oh là, attends, est-ce qu'elle a pensé à si. Quand tu discutes avec des gens qui ont 25 ans plus que toi, ils ont une maturité que toi, t'as pas forcément. Et moi, ce que je dis souvent avec du recul, c'est que heureusement qu'on a tous ce côté un peu foufou et pas rationnel parfois, parce que sinon, tu te maries jamais, tu fais jamais un enfant, tu montes jamais une boîte, tu déménages jamais, enfin surtout tu vis pas quoi, tu vis pas. Parce que si tu penses à tous les risques, si tu veux, enfin,
tout ce que tu fais dans ta vie, c'est super risqué. Surtout que t'as bien conscience des risques, mais pas vraiment de ce que tu vas en gagner parce que tu l'as pas encore vécu. Donc, Ouais, finalement. et puis en fait, quand tu sautes sans te poser trop de questions, et c'est là qu'il faut être confiant en soi, et je trouve quand on part à deux quand même en couple, parce que de nouveau, je pense que le couple parfait en expatriation, c'est le couple qui communique et qui est en crise régulièrement. C'est-à-dire, ce que j'appelle crise, c'est régulièrement qui discute, mais vraiment quoi. Genre, est-ce que si je fais ça, c'est OK pour toi? Est-ce que si ça ou ça arrive, comment on fait? Enfin, c'est des vraies questions, parce que ça aussi, moi, je les entends tellement, les couples. Je discute avec des couples mais fantastiques, notamment des couples mixtes, des couples mixtes biculturels qui ont du coup des cultures extrêmement différentes. Et en matière d'éducation et de pédagogie, j'apprends tellement d'eux, en fait. Je trouve que c'est magnifique. Ils ont des conversations autour du langage, comment maintenir la langue minoritaire, c'est quoi une langue maternelle quand elle est parlée par le père. Tu vois, qui se posent des vraies belles questions, en fait. Et là, tu te dis, waouh, parce que ça enlève vachement les faux clichés qu'on peut avoir sur plein de gens. Challenge, ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Bon, je sais pas combien de temps tu avais prévu, je m'emballe un peu. Hein. Alors, justement, j'allais te demander, pour conclure, qu'est-ce qui t'a aidé le plus, tu vois? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à rebondir à chaque fois? S'il y avait une ou deux choses que tu avais envie qu'on retienne, tu vois, ou ce que toi tu retenais déjà de ton propre parcours et de ce qui a pu t'aider, peut-être dans tes ressources aussi, tu vois? Alors, c'est une belle question à laquelle je n'ai pas réfléchi puisque c'est du live, mais j'ai envie de te dire, je pense que dans la vie, ce qui m'a parfois aidé, c'est que j'ai pas eu le choix. Enfin, je ne me suis pas laissé le choix. C'est-à-dire que je pense que si on m'avait posé la question il y a 20 ans de me dire, Domi, tu as 24 ans, as-tu envie d'accoucher en Angleterre, d'accoucher dans le Jura, dans un hôpital au fin fond de la montagne, d'accoucher au Japon, d'aller habiter en Allemagne alors que tu as fait espagnol à l'école, de te retrouver à avoir une boîte en ligne, alors que tu es plutôt extraverti et tout, j'aurais eu peur. J'aurais dit non mais attends, moi je choisis pas ça. Je suis pas folle, je prends pas ça. Sauf que j'ai pas forcément eu le choix parce que je t'ai expliqué le déroulé de ma vie. Moi, en fait, mon choix, c'était que je suis mariée, j'aime mon mari. On a décidé qu'on allait dire oui aux opportunités professionnelles qu'il avait, et lui, il est salarié. Donc, de toute façon, c'est un job physique, commercial en plus. Donc, voilà, lui, il est heureux dans son boulot. J'ai un mari qui bosse beaucoup, mais qui ne se plaint pas de beaucoup bosser parce qu'il aime ça. Donc, moi, ça me convient aussi. J'ai eu un enfant, 2, 3, 4. Bon, il y a un moment où tu te retrouves avec 4 enfants, donc tu as aussi des contraintes financières, des contraintes organisationnelles, des contraintes de charge d'âme, j'ai envie de te dire. J'ai toujours eu à cœur d'être une mère épanouie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne veux pas renvoyer l'image de la mère qui se victimise parce que c'est trop de boulot, c'est trop de machin. Et tu vois, là, par exemple, en ce moment, je déménage, donc parfois, je suis un peu en train de me plaindre, en train de dire, ah, il y a ci, il y a ça, etc. Et je me dis, mais Domi, arrête. Je veux dire, les problèmes que j'ai, ils ont des solutions. Si c'est trop, j'ai qu'à prendre une femme de ménage. Si c'est trop de jardiner et de tailler tous mes buissons, j'ai qu'à prendre un jardinier. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est facile à dire parce que oui, je peux le payer si j'ai besoin, mais parfois, il y a beaucoup de gens qui pourraient payer des choses, mais ils ne se l'autorisent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, souvent, je crois que je me suis retrouvée, notamment pour le télétravail, devant mon ordi et devant mes angoisses, à me dire j'ai tout perdu, genre mon boulot et tout ça, avec la culpabilité en plus de me dire ouais, mais je l'ai décidé quand même. Et puis avec l'ambivalence de me dire mon mari ne se rend pas compte, etc. Et là, tu fais quoi? Tu divorces? Tu te pends? Tu fais quoi? Enfin, tu vas te dire, il y a un moment, et c'est là que peut-être que c'est ma personnalité, que je suis quelqu'un qui voit le côté. Je dis souvent que je pense être une grosse résiliente, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être heureux, mais par construction. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, j'ai aussi, tu vois, dans mon enfance, dans mon adolescence et dans ma vie pro, j'ai beaucoup de gens qui viennent me raconter leur misère, qui viennent me raconter leurs petits problèmes, et des vrais traumas et des choses lourdes et difficiles. Et donc, je me rends compte, je sais depuis longtemps que la vie, si tu veux, elle peut s'arrêter demain matin. Tu vois. Je sais que tu peux perdre ton boulot, ton amour, ta voiture, tout ce que tu veux. Je le sais, ça, tu vois. Et je pense que je l'ai vraiment intégré. Et du coup, je ne me suis pas laissé le choix, en fait. Donc, tu vois, quand tu dis comment tu as fait, je me dis aussi comment je fais si, je sais pas. Et là, ça a été des stress aussi pendant le Covid. Il y a eu plein de plateformes de téléorthophonie qui se sont lancées, plein de gens qui veulent vendre de l'orthophonie, des expats, etc. Tu peux avoir peur de la concurrence. Tu peux te dire, oh, je vais me faire bouffer. Je suis qui, moi? Je suis un petit humain en ligne. Je vais me faire bouffer. Et en fait, oui, ça peut déstabiliser.
Mais après, je me suis toujours dit, et c'est là que, de nouveau, je reviens sur le coaching, et c'est pas juste pour te faire plaisir, mais je pense que vous, les coachs, vous avez en fait un métier qui est extrêmement important, parce que les coachés qui vous font confiance, en fait, ils ont besoin limite, vous êtes une mère professionnelle, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je dis une mère professionnelle dans le sens que c'est quelqu'un qui est bienveillant, et dans une relation professionnelle, donc tu as payé, tu as investi Ouais. en toi. Donc, moi, je pars du principe qu'un bon coaching, c'est 50% la coach et 50% le travail que toi tu fais, tu vois. Mais en fait, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre aussi, que les meilleurs investissements que j'ai pu faire, c'était pas m'acheter un super micro et un super ordinateur. Les meilleurs investissements que j'ai pu faire, c'était des formations, Ouais. des coachings, des accompagnements. Genre, tu sais pas faire un truc, et ben, soit tu délègues, soit tu apprends. Il n'y a pas 50 solutions. Ouais. Et en fait, j'ai vachement travaillé, moi, sur cette notion de victimisation, tu vois. Par des expériences du passé, tu vois, qui font que parfois tu dis, machin, tu peux vite tomber dans la spirale de te victimiser, si tu veux. Et ça, j'ai vraiment pas du tout envie, tu vois. Et donc, du coup, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, entre guillemets, c'est que parfois, quand tu n'as pas le choix, faut l'accepter en pleine face, faut respirer un grand coup, faut se dire, j'ai pas le choix, parce que de toute façon, les options, il n'y en a pas 90 milliards. Ouais. Quand tu n'as pas le choix, tu fais beaucoup de choses. Et ça, je reviens sur un truc aussi. Je regardais une émission l'autre jour sur les parents d'enfants handicapés, où on disait, c'est des parents qui sont des héros. Et bien sûr, c'est héroïque de s'occuper d'un enfant handicapé tous les jours, mais c'est des héros qui l'ont pas choisi. Ça leur est tombé dessus et ils font avec. Et effectivement, il y a beaucoup de parents d'enfants handicapés qui sont des héros du quotidien, mais ils l'ont pas choisi. Et je pense que quand tu es expatrié, tu choisis le fait de t'expatrier, mais tu choisis le départ. Tu choisis pas la suite du parcours parce que tu sais pas ce qui va se passer. Et là, j'ai accompagné par exemple des familles qui étaient à Kiev en Ukraine. Bon, bah tu pars en expat en Ukraine, t'as pas choisi que la guerre va arriver et que tu vas devoir vite plier bagages et que ton appart il reste là-bas alors que toi tu es à Paris. Et là, je pense à deux familles en particulier qui m'écoutent peut-être aujourd'hui et je les salue. Eux aussi, c'est héroïque et ils l'ont pas choisi. Donc je pense que dans la vie, on choisit pas sa santé, on choisit pas en fait beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut avoir quand même une certaine philosophie de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'écoutais une conférence de Thomas Dansbourg, qui est psychanalyste, et il disait que en fait, le développement personnel, c'était un acte civique, un acte citoyen. Et moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que c'est de notre devoir d'aller bien. C'est-à-dire que, et je suis violente en le disant, mais je me l'applique à moi-même, hein, c'est de notre devoir d'aller bien. On ne peut pas ne pas aller bien pendant des mois et des années sans rien faire. Parce qu'en fait, c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour son conjoint, ses enfants si on en a, mais c'est pas bon pour la société. C'est pas bon pour la société parce que regarde le nombre de gens qui font du développement personnel. Et moi, ça, je l'ai vachement vu en coaching, dans des masterminds, dans des trucs où les gens, ils arrivent au début de la séance avec un problème, ils ont des cernes pas possibles, ils ont l'air un peu abattus. Et après 1 heure et demie de partage d'expérience, de discussion, il y en a certains qui pleurent un coup, ça fait du bien. Et après, si au moins on n'a pas une solution, on a déjà une autre petite perspective, si tu veux. Donc, oui, voilà. J'avais une cliente qui m'avait dit que Anne, tu fais du relooking intérieur. Ben, j'ai dit oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et ça se voit à l'extérieur, tu vois. Ouais, mais tu vois, en matière de relooking, c'est la même chose. Prendre soin de soi, il y a plein de gens qui vont dire prendre soin de soi, ça peut être bien manger, ça peut être faire du sport, ça peut être mieux dormir, ça peut être. Et puis, savoir que les 5-6 personnes qui sont influentes auprès de toi et que tu côtoies et que tu admires forgent ton futur. Donc, c'est bien choisir les gens dont tu t'entoures. Hein. Ouais. Et ce que je capte aussi dans ce que tu dis et pour conclure en même temps, c'est vraiment comme si ce que tu partageais là, c'est que c'est vivre, quoi, j'ai envie de dire, c'est de vivre l'expérience de la vie, en fait. C'est ça qui à chaque fois t'a drivé sur tes différentes expériences, sur tes différents chemins, et qui t'a guidé ou qui t'a permis de rebondir et de se dire, non, mais en fait, l'idée, c'est de vivre et de saisir l'opportunité, quoi. Mais tu sais, je vais te couper une fois de plus, mais je déteste, moi, quand les gens te disent « Ah ouais, mais les expats, ils ont une vie différente » ou « Les expats, c'est pas la vraie vie, etc. » Je veux dire, mais justement, c'est la vraie vie. Parce que quand tu es en expatriation, tu peux te taper un tremblement de terre, tu peux te taper une guerre, tu peux te taper un divorce, tu peux te taper ton meilleur collègue qui se suicide, tu peux te taper tous les drames de la vie et toutes les beautés de la vie existent, que tu sois en expat ou pas. L'expat n'a rien à voir avec tout ça, en fait. Et je pense qu'il y a souvent ces clichés d'expatriation comme les nantis qui gagnent plein d'argent, qui ceci, qui ça. Bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont quand même compris aussi qu'il y avait pas que ça. Mais moi, juste en tant qu'orthophoniste, déjà au niveau linguistique,
au niveau langagier, au niveau, tu vois, je lis des tonnes d'études là-dessus, mais par exemple, une grosse différence entre les Français et les Allemands, je suis basée en Allemagne, dans la construction de la langue, en allemand, on met le verbe à la fin. Donc les Allemands n'écoutent pas la parole, mais aussi parce que finalement, avant d'avoir écouté toute une phrase, le verbe étant à la fin, il faut avoir écouté toute la phrase pour savoir de quoi on parle. C'est clair. En français, on a sujet-verbe, et puis le complément, il arrive après. Donc, juste au niveau langage, déjà, ça change tout dans la langue. Donc, je pense que la vraie vie, c'est la vie. Et après, en expatriation, ça rajoute une petite spécificité, mais c'est la vie, en fait. Hein. Et je ne suis pas sûre que je serais quelqu'un de si différent si j'étais en France. Parce que oui, ce que je suis aujourd'hui, c'est le cumul de mes expatriations, de mes expériences pro, de machin. Mais je suis très convaincue que si j'avais été en France, je me serais peut-être expatriée dans ma tête différemment. J'aurais peut-être changé de job, j'aurais peut-être changé de rénover une maison, j'aurais peut-être fait d'autres choses. Et je pense que je ne sais pas en fait, et j'ai pas besoin de savoir. De toute façon, c'est pas arrivé. C'est ça. Donc, on rebondit sur cette vie-là, on va dire. J'espère, parce que c'est en tout cas ce que j'aime. Super, merci Domitilla pour tous ces partages. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de questions pendant le live, mais en tout cas, il y a eu quelques. Ouais, j'ai juste envie de rajouter, Anne, si jamais, j'imagine que tu mettras les liens sous le truc, si jamais il y a des gens qui ont des questions particulières, etc., ils peuvent toujours me contacter en off si besoin. Oui, puis j'avais envie de dire que pour tous ceux qui vont le voir en replay, n'hésitez pas à mettre dans le chat hashtag replay, puis commenter ou mettre ces questions. On reviendra sur le live de toute façon dans quelques heures, quelques jours, et on pourra y répondre avec Domitilla avec plaisir. Donc voilà, super. Et merci Anne. Un grand merci pour tous ces partages. Et puis à tout bientôt. À très vite. Et puis merci à tous ceux qui étaient là. À bientôt. Merci Anne.